Bienvenue. On entend souvent dire que l'art, surtout dans les musées, ça parle à tout le monde, comme ça, directement. Une idée un peu tenace d'ailleurs. Mais est-ce que c'est si simple ? Aujourd'hui, on explore la pensée de Pierre Bourdieu sur les musées, en s'appuyant sur un entretien où il discute de son livre « L'amour de l'art ». La question, c'est quelle est la vraie fonction sociale de ces lieux ? Pourquoi cet accès, qui est libre en théorie, semble si sélectif en pratique ? C'est exactement là où Bourdieu nous amène. Il critique cette idée reçue d'une compréhension, disons, immédiate de l'art, d'une sorte de sensibilité naturelle. Ah oui. Pour lui, c'est net. Les gens ne voient que ce qu'ils savent. Apprécier l'art, ça ne tombe pas du ciel, quoi. C'est quelque chose qui s'acquiert. Attendez, ça veut dire que si on ne ressent rien de spécial devant une toile, par exemple, c'est pas qu'on manque de sensibilité ? C'est plutôt qu'il nous manque les outils, les codes pour déchiffrer. Bourdieu parle de capital culturel. Le capital culturel. Oui, c'est l'ensemble des connaissances, des références, mais aussi, et c'est important, des attitudes, des manières de regarder qu'on hérite ou qu'on apprend, souvent à l'école. C'est ça qui permet de comprendre les œuvres et de se sentir à sa place au musée. D'accord. Et sans ça, on se sent... Intimidé, déplacé, ouais. D'où ce phénomène qu'il appelle l'auto-exclusion. L'auto-exclusion, c'est-à-dire ? Les gens qui ne vont pas au musée, ce n'est pas forcément par désintérêt. C'est souvent parce qu'ils sentent, même sans s'en rendre compte, qu'ils n'ont pas les clés, qu'ils ne font pas partie de ce monde-là. C'est terrible comme constat social, non ? Absolument. Et ça montre la fonction objective du musée, selon Bourdieu. Officiellement, c'est ouvert à tous, mais dans les faits... Dans les faits, c'est surtout fréquenté par ceux qui ont déjà ce bagage. Exactement. Et du coup, le musée valide cette élite culturelle. Il renforce chez les uns le sentiment d'appartenance, comme il dit, et chez les autres, le sentiment d'exclusion. Aller au musée, ça devient une manière de se distinguer. Donc plus qu'un lieu pour voir de belles choses, ce serait un outil de différenciation sociale ? C'est ça. Et le fait qu'il n'y ait pas une éducation artistique vraiment poussée pour tout le monde, ça arrange bien cette fonction de distinction finalement. C'est assez décapant comme analyse. Ça l'est. Et ça touche à la notion même de goût. L'opposition entre le bon goût, le goût cultivé, et le goût dit populaire ou vulgaire. Oui. Pour Bourdieu, ça ne repose pas sur des qualités réelles des œuvres ou des objets. C'est une construction sociale. C'est la classe dominante qui, à un moment donné, décide de ce qui est légitime, de ce qui est chic, distingué. Et cet arbitraire est caché, hein ? Oui, souvent caché derrière un discours sur l'universalité de la beauté, par exemple. Il rappelle aussi que l'idée de regarder l'art juste pour l'art, de façon désintéressée... C'est assez récent, ça. 19e siècle. Voilà. Avant, l'art avait des fonctions très claires. Religieuses, politiques, rituelles. Mais aujourd'hui, même cet art qui se dit désintéressé, il a une fonction sociale. Bien sûr. Il sert à intégrer l'élite culturelle, à la justifier. C'est ce que Bourdieu appelle l'intérêt au désintéressement. S'intéresser à la culture, même si ça ne rapporte pas d'argent directement, ça rapporte beaucoup symboliquement et socialement. Et ce capital culturel, il est valorisé ailleurs aussi, j'imagine. Surtout par le système scolaire, oui. Il est convertible. C'est fou de voir comment cette domination symbolique peut s'exercer concrètement, l'exemple qu'il prend sur le monde paysan. Ah oui, le mépris pour les langues régionales, l'insulte même paysan, c'est une vraie dépossession culturelle. Et ironiquement, le musée folklorique arrive pour conserver cette culture juste au moment où elle disparaît sous l'effet de cette domination. C'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que Bourdieu est méfiant vis-à-vis d'une éducation artistique un peu superficielle. C'est-à-dire ? Il craint qu'une petite touche d'art à l'école n'apprenne que le respect sacré, la révérence, qu'on sache qu'il faut admirer, mais sans donner les vrais outils pour comprendre, pour critiquer. On apprend la loi culturelle sans la maîtriser, en somme. Voilà, et ça peut renforcer le sentiment d'exclusion, paradoxalement. Et même l'art qui se veut contestataire, il peut y échapper. Bourdieu est assez sceptique. Prenez Guernica, de Picasso. Symbole de dénonciation, n'est-ce pas ? Oui, absolument. Eh bien, son parcours illustre ce qu'il appelle la récupération. En entrant au musée, en devenant une icône du patrimoine, l'œuvre est consacrée. Et elle perd sa force subversive. En partie, oui. Elle est neutralisée par l'institution. Elle devient un objet d'admiration, presque obligatoire. Le musée joue ce rôle de consécration, de mise à distance aussi. Donc, pour résumer la pensée de Bourdieu, le musée, loin d'être cet espace neutre et universel de beauté, est une institution sociale puissante,
qui classe, qui hiérarchise, qui participe activement à la reproduction des inégalités sociales à travers ce fameux capital culturel. L'amour de l'art, ça s'apprend, ce n'est pas inné. C'est ça. Et ça nous laisse peut-être avec une question, un peu provocatrice pour finir. Ah, Toute cette analyse de Bourdieu, elle nous invite à questionner notre propre rapport à l'art. Cette espèce de respect un peu intimidé, cette révérence sacrée qu'on ressent parfois, même si on se sent extérieur à ce monde. Est-ce que c'est vraiment une réaction naturelle de voir le beau ? ou alors ? Ou est-ce que c'est le résultat qu'on a intériorisé de toute cette histoire, de ces mécanismes sociaux, de cette domination symbolique qu'il décrit ? Est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'on doit, oser regarder l'art sans cette déférence qu'on nous a apprise ? Vaste question. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci à vous.